Malgré les réticences exprimées dans certaines provinces, le ministre canadien de l'Industrie campe sur ses positions, pas question d'assouplir les barrières tarifaires visant la Chine. L'automne dernier, en parfaite synchronisation avec Washington-Ottawa, a dégainé une surtaxe de 100% sur les voitures électriques en provenance de l'Empire du Milieu. Une réponse musclée dans ce duel commercial qui s'enlise. Le Canada, décidé à jouer les durs, a donc appuyé sur l'accélérateur des droits de douane, ciblant sans détour les véhicules chinois au nom d'un affrontement économique qui tourne au bras de fer diplomatique. Selon un sondage fraîchement publié par l'Institut Angus Reid, une majorité de Canadiens pencherait plutôt pour un assouplissement des tarifs frappant les voitures électriques chinoises. Ironie du sort, ce qui devait servir de rempart à l'industrie automobile nationale s'est mué en ouragan économique inattendu. À force de vouloir bloquer les véhicules venus de Chine-Ottawa, a ouvert la boîte de Pandore commerciale. En guise de représailles, Pékin a visé là où ça fait mal le canola. Résultat. Les agriculteurs des Grandes Plaines déjà à genoux voient leur gagne-pain s'effriter un peu plus chaque jour. Et dans les couloirs du pouvoir, l'ambiance se tend. Marc Carnet commence à changer de refrain tandis que Mélanie Joly se retrouve cernée entre critiques publiques et demandes pressantes. Les fermiers crient à l'abandon, les constructeurs exigent des comptes, le gouvernement est sommé de sortir de son mutisme. Et si ce bras de fer commercial devenait le tournant historique que le Canada n'avait jamais vu venir, ce qui au départ ressemblait à un coup stratégique poser des barrières pour freiner l'invasion électrique chinoise, s'est vite transformé en cascade de conséquences incontrôlables. En misant gros pour défendre ses usines automobiles, Ottawa a déclenché un feu qu'il peine désormais à contenir. À la toute fin de 2024, le gouvernement a sorti l'arme lourde, une surtaxe de 100% sur toutes les voitures électriques made in China. Officiellement, il s'agissait de ménager un peu d'air pour les constructeurs canadiens, coincés dans un marché où l'expansion chinoise s'emballe à vitesse grand V. En réalité, ce coup de poker pourrait bien redessiner l'économie du pays ou révéler cruellement que personne n'avait de véritable plan. L'idée sur le papier semblait limpide, offrir un répit temporaire aux industriels canadiens pour leur permettre de rattraper le peloton dans la course effrénée vers l'électromobilité. Selon les architectes de cette stratégie, l'avance chinoise n'était pas due à un génie technologique, mais plutôt à un matelas de subventions publiques. Si on laissait faire, affirmait-il, les usines locales se feraient balayer avant même d'avoir mis un pied sur la ligne de départ. Sur le moment, cette riposte tarifaire a été applaudie comme un acte de fermeté, certains y ont même vu une audace bienvenue. Mais voilà, dans les conflits commerciaux, le premier coup n'est jamais le dernier. Et souvent, c'est après la claque initiale que les vraies secousses commencent. Il n'aura pas fallu longtemps à Pékin pour dégainer sa propre riposte. En l'espace de quelques mois, la Chine a lancé des contre-mesures chirurgicales, ciblant avec une précision redoutable les exportations agricoles canadiennes les plus lucratives. En première ligne, le canola. Massacré par un tarif douanier de 75,8%, il est devenu l'exemple parfait d'une vengeance froide mais calculée. Pois céréales et autres denrées n'ont pas été épargnés. Ce n'était pas un simple hasard diplomatique, c'était une frappe pensée pour faire mal, visant directement les provinces des prairies, là où l'économie rurale repose en grande partie sur les commandes chinoises. Un tir de précision, pas une erreur de trajectoire. Ce qui devait simplement ériger un bouclier autour de l'industrie automobile s'est rapidement métamorphosé en bourbier économique où cultivateurs et constructeurs se retrouvent désormais pris au piège. En voulant sauver les usines, on a sacrifié les champs. Et plus la colère montait, plus l'assurance gouvernementale s'effritait. Pourtant, pendant des mois, Ottawa s'est arc-bouté sur sa ligne, pas question de toucher aux 100% de surtaxe visant les voitures électriques chinoises. Ce tarif, clamaient les hauts responsables, était indispensable pour laisser aux fabricants locaux le temps de respirer et espéraient-ils d'évoluer. Mais derrière les discours bien huilés, l'équilibre entre obstination politique et réalité économique commençait sérieusement à vaciller. Arrivé à la mi-2025, le silence n'était plus une option. Les agriculteurs, jusque-là patients, sont montés au créneau, multipliant les assemblées citoyennes et lançant un message clair, sans le marché chinois, leur horizon,
se résume à une impasse. Rien que le secteur du canola pèse plus de 40 milliards de dollars chaque année et fait vivre plus de 200 000 Canadiens. Un mastodonte économique impossible à ignorer. Même les politiques les plus inflexibles ont dû tendre l'oreille. Peu à peu, sans tambour ni trompette, un léger changement de discours a commencé à poindre. Le ton officiel jadis de marbre laissait désormais filtrer quelques fissures. Alors que le climat devenait irrespirable, c'est Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, qui a surpris tout le monde en prenant son billet pour Pékin. Objectif, rouvrir les canaux diplomatiques que d'autres avaient claqués avec fracas. Certains y ont vu une trahison envers la ligne dure d'Ottawa, accusant Moe de marcher à contre-courant du gouvernement fédéral. Et pourtant, retournement inattendu, Mark Carney lui-même, le Premier ministre, a salué l'initiative, un aveu à peine voilé que la rigidité d'Ottawa avait ses limites. Dans la foulée, Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, a confirmé que le tarif douanier était sur la table des révisions. Elle a même évoqué l'idée d'ouvrir davantage les échanges avec la Corée du Sud, le Japon ou l'Europe pour compenser les dégâts. Et comme pour enfoncer le clou, le ministre de l'Agriculture, Yves MacDonald, est allé jusqu'à évoquer une remise à plat complète du tarif. Petit à petit, le Canada passait d'une posture de confrontation à une stratégie de colmatage. Ironie du sort, à force de vouloir à tout prix préserver son joyau industriel Ottawa, a fini par l'étouffer. Alors que les vents politiques commençaient à tourner, le secteur automobile censé être sauvé par les tarifs douaniers a commencé lui aussi à vaciller. Le marché des véhicules électriques, autrefois étoile montante de l'économie canadienne, a perdu de sa superbe écrasée par le poids d'une protection devenue contre-productive. Mi-2025. Le choc est brutal. Les ventes s'effondrent de près de 40% en un an. La part de marché qui dépassait allègrement les 18% tombe sous la barre des 9%. Moins de modèles disponibles, des prix en hausse et les incitatifs gouvernementaux qui s'évaporent les uns après les autres. En Colombie-Britannique, le programme de rabais a été carrément supprimé. Au Québec, il a à peine survécu à la colère populaire. Résultat, les consommateurs désertent et le rêve électrique cale. La plupart des modèles encore disponibles sur le marché affichèrent des prix si élevés qu'ils dépassèrent les plafonds d'éligibilité aux aides fédérales. Résultat, les véhicules électriques devenaient un luxe inaccessible pour le consommateur moyen. Ironiquement, les constructeurs chinois réputés pour leurs voitures à bas prix et bourrées de technologie auraient pu parfaitement combler ce vide. Mais avec les droits de douane en travers de la route, ils ont été purement et simplement exclus du paysage canadien. Conséquence, moins de choix pour les acheteurs, des prix qui grimpent et une transition écologique qui cale. Le gouvernement discrètement a repoussé l'échéance de son objectif zéro émission à 2026 et pour sauver les meubles, il a sorti une aide d'urgence à l'attention des fabricants en difficulté. Ce qui devait être un rempart temporaire pour accompagner la croissance est devenu un poids mort ralentissant tout l'écosystème. Pendant que les usines d'automobiles peinaient à écouler leurs véhicules, une autre crise bien plus silencieuse mais tout aussi ravageuse frappait les plaines de l'Ouest. En Saskatchewan et en Alberta, les champs de canola jadis moteurs de prospérité se sont transformés en symboles d'abandon. Le tarif de 75,8% imposé par Pékin n'a pas juste grignoté les marges, il a claqué la porte aux plus gros clients du Canada. Les cours du canola se sont effondrés du jour au lendemain, alimentant la peur d'un trop-plein incontrôlable et laissant derrière eux des millions de dollars de récoltes sans acheteurs. Dans ces communautés rurales, le canola n'est pas qu'un produit agricole, c'est le pilier économique, le revenu des familles, le souffle des commerces de proximité. Et quand on sait que la Chine achetait pour près de 5 milliards de dollars de cette culture, on comprend vite ce n'était pas une simple secousse. C'était un tremblement de terre. Les belles paroles d'Ottawa ont beau faire la une des communiqués, elles n'ont jamais payé une seule facture, ni vidé un seul silo. Le ministre de l'Agriculture, Yves MacDonald, a bien évoqué une aide potentielle. Pendant que le Premier ministre Carney continuait de miser sur le voyage diplomatique de Moa à Pékin comme plan de secours. Mais sur le terrain, la patience des agriculteurs s'est transformée en rage. Pour beaucoup, leur gagne-pain a été sacrifié sur l'autel de l'industrie automobile ontarienne.
Les chefs des provinces des prairies, eux, ont réclamé des gestes concrets. Et ce que les fermiers demandaient n'était pas une nouvelle perfusion d'argent public, ils voulaient simplement récupérer leur accès au marché chinois. Chaque mois, sans solution, creuser davantage les dettes, saper la confiance et vider les campagnes de leurs dernières réserves. Une politique censée renforcer le pays s'était muée en fracture, opposant désormais les lignes d'assemblage aux sillons agricoles. À mesure que la pression montait, Ottawa se retrouvait coincé dans un dilemme sans issue, s'enfermer dans sa position ou plier au risque de perdre la face. Lever complètement les droits de douane aurait à court terme l'effet d'un souffle d'air frais. Le marché chinois du canola rouvrirait ses portes, les prix des véhicules électriques baisseraient enfin, les consommateurs respireraient et les fabricants à bout de souffle retrouveraient un peu de stabilité. Mais derrière ce scénario séduisant se cachait un revers tranchant relâcher la garde. C'était aussi risqué d'inonder le marché de voitures à bas prix venus d'Asie, menaçant de mettre à genoux ce qu'il restait de l'industrie automobile nationale. D'un côté, céder offrait une sortie immédiate de crise. De l'autre, résister risquait de prolonger une guerre commerciale coûteuse. Et Ottawa, au centre de la tempête, devait choisir entre deux défaites. Le gouvernement savait qu'un faux pas pourrait aggraver les dégâts, plus de pertes dans les campagnes, et une opinion publique de plus en plus sceptique face à sa gestion commerciale. Pour éviter de tomber d'un extrême à l'autre, une solution médiane a commencé à se dessiner. Une voie hybride, ni reddition totale, ni rigidité absolue, alléger partiellement les tarifs, mais de manière ciblée, tout en ouvrant des négociations pour récupérer l'accès au marché agricole. En clair, le Canada pourrait desserrer l'étau sur certaines catégories de véhicules électriques, à condition d'obtenir en retour des concessions favorables à ses exportateurs de céréales. Une forme de compromis qui, sur le papier, pourrait limiter la casse. Et si plutôt que de simplement céder le Canada, jouait la carte du troc stratégique, en desserrant légèrement la vis des tarifs douaniers, Ottawa pourrait poser ses conditions. Exemple que les géants de l'auto chinois mettent la main à la pâte, non pas en exportant seulement leurs voitures, mais en construisant leurs usines ici sur le sol canadien. Résultat: transformer un conflit commercial en tremplin économique. Plus qu'un compromis, ce serait une négociation musclée où chaque baisse de taxes s'échangerait contre des emplois, des transferts de technologie et des investissements industriels. Bref, faire de la tempête une rampe de lancement. Dans un discours soigneusement calibré, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a entrouvert la porte à une nouvelle voie, celle du donnant-donnant. Selon elle, toute forme de relâchement tarifaire ne devrait se faire que si des bénéfices clairs, concrets et immédiats pouvaient être garantis pour l'économie canadienne. Certes, le pari restait risqué. Rien n'est jamais simple dans une guerre commerciale, mais cette stratégie avait le mérite de viser un triple gain, faire baisser le prix des voitures électriques pour les consommateurs, relancer les exportations agricoles étouffées par les représailles chinoises et attirer de nouveaux capitaux dans l'industrie nationale. Un fragile équilibre, mais peut-être le seul viable. Mais dans les coulisses, les obstacles politiques continuaient d'empoisonner le débat. En première ligne, les syndicats de l'automobile en Ontario, bien décidés à défendre chaque emploi, comme s'il s'agissait d'une forteresse assiégée. Pour eux, permettre l'entrée des véhicules chinois revenait à tendre les clés de l'usine à la concurrence étrangère. À cela s'ajoutait un chœur grandissant de sceptiques, persuadés que miser sur Pékin revenait à jouer à la roulette russe avec l'avenir industriel du pays. Et comme si cela ne suffisait pas, les critiques pointaient du doigt un gouvernement accusé de flancher ses dents non pas à la raison, mais à la pression politique économique, voire électorale. Malgré les tensions, les perspectives restaient trop alléchantes pour être balayées d'un revers de main. Une reprise du commerce avec la Chine pourrait injecter des milliards dans les poches des agriculteurs en l'espace de quelques mois. En parallèle, ouvrir davantage le marché des véhicules électriques offrirait un bol d'air frais à l'innovation et redonnerait confiance aux consommateurs. Mais chaque décision bonne ou mauvaise déclenchait son lot de conséquences. Et dans ce jeu d'équilibre périlleux, la moindre erreur pouvait bouleverser le visage économique du Canada pour toute une génération. Le Canada se tient aujourd'hui à une intersection où chaque direction mène à des conséquences profondes.
Rester inflexible permettrait de sauver la face sur le plan politique, certes, mais au prix d'un conflit économique prolongé qui épuise lentement des secteurs entiers de la main-d'œuvre. A l'inverse, embrasser une voie plus souple faite de compromis et d'ouverture pourrait raviver des marchés à l'abandon et relancer une industrie automobile électrique en perte de vitesse. Mais ce virage, aussi prometteur soit-il, ne se prendra pas sans une bonne dose de volonté politique et une finesse diplomatique à toute épreuve. Jamais la frontière entre se protéger et se freiner soi-même n'a été aussi mince. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que le protectionnisme finalement a rempli sa mission, offrir un sursis. Mais que faire si ce sursis n'a servi à rien ? La dynamique des véhicules électriques s'essouffle, les chaînes de production peinent toujours à suivre le rythme mondial, et les agriculteurs, eux, continuent de sombrer dans les pertes, sans l'ombre d'un rebond à l'horizon. Le temps acheté au prix fort n'a pas produit le redressement promis. Et maintenant, il faut se demander à quoi bon gagner du temps si on ne sait pas quoi en faire. Une approche plus futée consisterait à transformer chaque baisse tarifaire en monnaie d'échange stratégique. Plutôt que de lâcher du terrain gratuitement, Ottawa pourrait exiger des contreparties concrètes, la réouverture du marché chinois au canola canadien, des investissements garantis dans des usines locales par les constructeurs étrangers et des alliances technologiques capables de relocaliser des emplois industriels. En parallèle, ce virage pourrait aussi servir à resserrer les liens commerciaux avec des partenaires clés comme le Japon ou la Corée du Sud, renforçant ainsi la résilience du pays en diversifiant ses débouchés et en réduisant sa dépendance à un seul acteur. Une stratégie défensive, oui, mais avec une vision à long terme. Ce moment charnière pourrait bien écrire deux histoires radicalement opposées. Entre des mains avisées, cette crise commerciale pourrait devenir le socle d'un plan industriel durable, capable de revitaliser à la fois les fermes rurales et les chaînes de production urbaines. Mais mal pilotée, elle risquerait d'installer durablement des fractures économiques profondes, des divisions qui pourraient hanter le pays pendant des décennies. Tout repose désormais sur les décisions prises à Ottawa. Et leurs répercussions ne se limiteront pas au mur du Parlement, elles résonneront du béton des concessions automobiles en Ontario jusqu'aux terres battues des exploitations agricoles en Saskatchewan. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, un vieux courant d'irritation est devenu tempête. Depuis le début de 2025, les relations entre Ottawa et Washington ont tourné au vinaigre, et pas à cause d'un simple désaccord commercial. Non, cette fois, ce sont les mots acides du président Donald Trump qui ont mis le feu aux poudres. Des propos qui n'avaient rien d'anodin ni de passager. Ce n'était pas juste du théâtre électoral, c'était une attaque frontale à peine voilée contre l'identité même du Canada. En public, il s'est moqué de la souveraineté canadienne, allant jusqu'à suggérer que le pays devrait simplement devenir le 51e État des États-Unis. Une blague ? Peut-être. Une insulte, assurément. Il n'a pas fallu un mois pour que la Maison-Blanche riposte à coups de marteau. Un tarif de 35% a été balancé sur la quasi-totalité des exportations en provenance du Canada. Pas pour négocier, mais pour cogner. Puis dans un virage accusatoire, Ottawa s'est retrouvé blâmé pour n'avoir soi-disant pas bloqué l'arrivée du fentanyl aux États-Unis. Un reproche bancal, sachant que même les experts américains admettent que le problème vient d'ailleurs. Chaque déclaration, chaque sanction semblait calculée pour rabaisser l'allié d'hier. Pendant des générations, l'Amérique et le Canada partageaient bien plus qu'une frontière, une confiance, un respect, une économie fluide. Mais voilà que cette relation s'effiloche à vue d'œil. L'amitié d'autrefois s'érode sous le poids des provocations et les tarifs commencent à mordre. Ce qui devait montrer la puissance de Washington s'est mué en bras de fer absurde qui pliera le premier et là, twist inattendu. Les coups censés faire mal à Ottawa ont commencé à ricocher. Sur l'économie américaine elle-même, les slogans musclés se sont retournés contre ceux qu'ils étaient censés défendre les consommateurs américains. Le Canada n'a pas claqué la porte en hurlant. Il a juste commencé à s'éloigner calmement mais fermement. Ce boycott venu du Nord a d'abord été discret, presque imperceptible. Mais très vite ses effets se sont fait sentir. Le secteur du tourisme américain, particulièrement friand des dollars canadiens, a vu ses chiffres chuter.
Les Canadiens, qui représentaient historiquement l'un des plus gros contingents de touristes aux États-Unis, ont soudain préféré garder leur passeport au fond du tiroir. La colère s'est répandue comme une traînée de poudre dans les provinces canadiennes, et tandis que le boycott prenait de l'ampleur, certaines voix aux États-Unis, jusque-là silencieuses, ont commencé à rompre les rangs. Une figure politique de Louisiane sans filtre a dit tout haut ce que beaucoup murmuraient tout bas à Washington: cette stratégie tarifaire était un fiasco. Pire encore, la croisade rhétorique de la Maison-Blanche avait fini par se retourner contre ses propres troupes. Il y a eu un moment de silence. Puis, contre toute attente, ceux qui avaient passé des mois à enfoncer le Canada sous une avalanche de sarcasmes, de taxes et de reproches, ont commencé à traverser la frontière, non pas en conquérant, mais en messagers de paix ou de dommage-contrôle selon le point de vue. Ce geste venu de Washington avait un arrière-goût étrange. S'agissait-il d'un vrai changement de cap, ou simplement d'une manœuvre politique pour éteindre l'incendie sans vraiment éteindre la flamme, difficile à dire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que certains républicains, les mêmes qui applaudissaient les sanctions la veille, se retrouvaient maintenant à faire face droit dans les yeux à ceux dont ils avaient piétiné la confiance. Et soudain, les discours devenaient moins arrogants et un peu plus gênés. Avant même de parler des diplomates envoyés pour recoller les morceaux, il faut regarder les chiffres en face. Car derrière le vernis politique se cache une réalité brute: un peuple entier a fermé son portefeuille. Des millions de Canadiens ont simplement décidé que leur dollar resterait au nord. Et là, le choc a été brutal. En 2024, ils avaient traversé la frontière plus de 20 millions de fois, injectant près de 20 milliards de dollars dans l'économie américaine, assez pour faire tourner des dizaines de milliers de commerces et maintenir en vie plus de 100 000 emplois. Ce flux constant de visiteurs canadiens, c'était l'oxygène des villes frontalières, la bouffée d'air chaud de la Floride, le sourire des restaurateurs et des hôteliers. Mais quand ce vent du Nord s'est arrêté, les États-Unis ont commencé à grelotter. Début 2025, le vent a tourné. Ce qui était autrefois une marée continue de touristes venus du Nord s'est peu à peu transformé en simple ruisseau, puis en goutte à goutte. Le boycott s'est installé et les chiffres ont dégringolé. En l'espace de quelques mois, le nombre de voyages canadiens vers les États-Unis s'est effondré un tiers en moins, juste ça. Rien qu'en juin, la fréquentation chutait de 33% par rapport à l'année précédente. Puis l'été a fini d'enfoncer le clou, 34% de passages frontaliers en août et en juillet, le trafic aérien plongeait de plus d'un quart. Derrière ces statistiques froides, il y avait des réalités brûlantes, des hôtels désertés, des restaurants qui fermaient plus tôt, des employés renvoyés chez eux. C'était comme si du jour au lendemain, tout un État américain avait vu son économie touristique s'éteindre, les lumières des motels s'évanouissant une à une dans la nuit. L'histoire aurait pu être une démonstration de puissance américaine. Elle est devenue une leçon d'humilité. En voulant sanctionner son voisin avec des taxes et des pics dignes d'une cour d'école, Washington a fini par se tirer une balle dans le pied. Les mots forts ont perdu leur écho, et les chiffres économiques, eux, ont parlé à leur place. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. C'est l'Amérique qui frappe à la porte, la main tendue vers le Canada, celui-là même qu'elle traitait hier avec condescendance. Ottawa n'a pas besoin de crier victoire, il lui suffit d'attendre. Car pour l'instant, c'est elle qui tient les cartes, tandis que Washington gère les dégâts. Et tant que rien ne change, le silence glacé de la frontière restera plus éloquent que tous les discours de la capitale américaine. La capitale